je m'appelle Eugénie Tsoukaril, je suis designer et pour Corsica Lounge, j'ai réalisé les 2 catalogues des expositions de cet été. Le premier avec Sabatina Leccia et Sequoia Scavulo et ce deuxième avec Agnès Accorsi et Nicola Quiriconi. Et j'ai été très attentive à respecter l'univers de chaque artiste et essayer de transmettre la sensibilité des matières qu'ils utilisent, etc. Avec notamment une attention, un choix particulier sur les papiers et les couleurs. Et donc avec une collection de catalogues qui va normalement continuer avec les autres expositions. Pour continuer mes recherches sur le côté de la matérialité vraiment des images, que je travaille du côté design plutôt avec des catalogues et de l'édition et avec mon travail plus artistique, notamment la photographie, la sculpture. Je serai en résidence en septembre ici même et je réaliserai une exposition en août prochain sur l'ancienne mine de Canaries. Donc je vous le disais rapidement tout à l'heure que j'avais envie de parler ce soir de 2 thématiques qui, bon, pour un soir d'été, ne sont pas particulièrement gaies, mais qui, compte tenu du contexte insulaire dans lequel on se trouve, c'est quand même assez important finalement. Cette question de la mort, la question des rites funéraires, la relation à la mort, elle est unique en Corse et c'est pour ça que j'avais envie de prendre ce point de départ. Quant à lui, l'exil est souvent plutôt perçu comme une sorte de mort symbolique et une séparation douloureuse de la terre natale. Donc c'était un peu ce point de départ pour une conférence qui se dresse comme une sorte de panorama assez vaste des représentations de la mort et de l'exil dans l'art contemporain. En essayant de réfléchir à la manière dont l'art peut offrir un nouveau regard sur ces thématiques avec un rapport plus intime et plus politique aussi sur ces questions-là. Donc finalement la question c'est comment à travers ces représentations, l'art contemporain nous invite à repenser notre relation à la vie, à nos identités et au monde plus largement. Donc, vaste programme, vous me direz. Donc ce que nous allons voir ce soir, c'est vraiment un aperçu. Je ne vais pas faire trop long, ça va durer une trentaine de minutes parce que je sais qu'on a tous très chaud et qu'on a tous envie ensuite d'aller profiter de la fraîcheur du soir. Je voulais aussi préciser que certaines images peuvent heurter la sensibilité du public. Alors je précise, j'ai quand même fait très attention. Pour les enfants, il n'y a pas de problème, c'est juste que voilà, il peut y avoir des images qui chatouille un petit peu différentes sensibilités. Alors j'aimerais commencer, alors non pas avec une œuvre contemporaine, mais une œuvre d'Hans Holbein le Jeune, qui est un panneau de bois peint qui représente le Christ mort, qui est donc une œuvre qui date de 1521, donc on est bien loin de notre époque. Je commence avec cette œuvre qui a été commandée par Bonifacius Hammerbach, qui était un juriste qui avait envie d'utiliser une représentation du Christ au plus proche de la réalité, à savoir au plus proche de la douleur, de la passion du Christ. Avec, vous le voyez, une représentation assez peu
idéaliste, comme on avait l'habitude de voir le Christ, donc avec seulement les traces des stigmates. Et ici, on voit vraiment le corps livide, le corps blême. C'est quelque chose qui commence à se mettre en place au milieu du XVIe siècle et qui va ensuite continuer, notamment avec le Caravage, et une toile qui a fait particulièrement scandale au XVIe siècle, qui est la Mort de la Vierge, qui est une toile qui est conservée au musée du Louvre. Et cette toile avait fait énormément parler à l'époque, puisque en fait le Caravage, on le disait, serait parti en fait du corps d'une prostituée noyée dans la Seine pour représenter la Vierge. Alors quelque chose d'assez quand même choquant pour un tableau qui est censé représenter l'Assomption, mais ça vous montre en fait un certain point de départ qui va en fait décanter jusqu'à en fait même influencer une peintre contemporaine dont je vous parlerai en conclusion de cette conférence. Alors cette toile, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a tellement imprégné l'imaginaire des artistes et même des écrivains que Dostoïevski en fait une référence très claire dans son roman L'Idiot en disant que en le regardant, on pouvait y perdre la foi. Et c'est un petit peu aussi toute cette question qu'on va retrouver dans l'art contemporain, la perte de la foi, la perte des valeurs, la perte des repères. C'est quelque chose aussi, donc Hans Holbein n'est pas parti de rien complètement, il est aussi parti de cette œuvre de Matthias Grunewald, où vous voyez en fait déjà la trace des mains qui sont complètement crispées de cette crucifixion. On va arrêter d'idéaliser la mort et on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus brutal. Il y a une autrice, une théoricienne de la photographie que j'aime tout particulièrement qui s'appelle Susan Sontag et qui a écrit tout un ouvrage dédié à cette question de la mort et de la souffrance des autres. Et elle écrivait que la douleur avant était jugée digne de représentation uniquement lorsqu'elle semblait émaner de la colère divine ou humaine, alors que la douleur provenant de causes naturelles comme la maladie ou l'enfantement n'était que peu représentée en histoire de l'art. Celle de l'accident ne l'est quasiment pas, comme s'il n'était pas possible de souffrir par inadvertance ou par manque de chance. On va voir comment justement l'art moderne et l'art contemporain va venir bousculer un petit peu tout ça. Alors on avance dans le temps avec une œuvre d'Edvard Munch que vous avez donc juste à gauche, qui représente la mort et l'enfant. C'est une toile de 1899 et c'est un autoportrait en fait de l'artiste alors qu'il avait 5 ans. 5 ans, période un petit peu charnière dans sa vie, tout simplement parce qu'il a perdu sa mère et sa sœur de la tuberculose. Ce qui est assez intéressant ici, c'est justement qu'on représente la maladie et la mort qui en découle dans un rapport de contraste formel et chromatique assez intéressant. Vous voyez l'enfant ici qui est posté debout, donc vraiment une ligne verticale, tandis qu'à l'arrière-plan, vous avez sa mère qui est représentée couchée sur un lit, blême, livide, des draps blancs. Et alors, évidemment, la lumière n'est pas idéale ici, mais si on regarde bien sur l'oreiller, on a ces petites taches de rouge qui évoquent peut-être justement le sang de la maladie. Et c'est une œuvre qu'il compare lui-même à son cri, donc le fameux cri d'Edvard Munch que vous connaissez sans doute toutes et tous. Mais on a ainsi une première représentation véritable de la maladie et de la souffrance et de ce qui en découle en mettant en rapport la couleur, les joues rouges et bien rondes de l'enfant et à l'arrière le visage émacié de sa mère, dans une sorte de contraste qui est censé justement appuyer sur la souffrance, sur la douleur de la perte d'un parent. Vous avez aussi la question donc, de la maladie, de l'exil, pardon, après la maladie. Donc je vous ai mis en regard deux œuvres plus ou moins de la même époque. Alors pour parler justement ici de l'exil, j'ai décidé de vous présenter cette œuvre de Marc Chagall, Le Souvenir, mais qui représente en réalité la figure un peu légendaire du Juif errant, qui est une légende européenne médiévale qui donc raconte l'histoire de cette personne qui aurait perdu en fait la mort et qui passerait sa vie à essayer d'aller la récupérer. Et cette figure, on va voir aussi qu'elle va énormément influencer d'autres artistes contemporains mis en rapport justement avec des situations de guerre, d'exil politique, d'exil forcé.
Donc on peut vraiment aussi penser ici à la lecture symbolique de l'image. Donc littéralement, cette personne porte sa maison sur son dos en avançant vers la droite. Donc on est vraiment dans un sens de lecture occidentale, de gauche à droite, avec ce pied qui semble déjà disparaître, avec une certaine dynamique. Donc on voit déjà que ce thème de l'exil qui remonte bien entendu bien avant, puisque j'aimerais aussi avant de passer vraiment à la période contemporaine, vous montrer ces images qui représentent un petit peu dans notre société chrétienne la première représentation de l'exil, à savoir Adam et Ève chassés du paradis, et voir à quel point en fait cette image elle-même va évoluer, puisque vous voyez ici donc ce médaillon dans une enluminure du XVe siècle où on a encore la pudeur d'Adam et Ève qui se cachent et qui semblent un peu subir l'injonction de l'archange qui avance vers eux, mais on avance un tout petit peu au XVIe siècle dans des gravures qui vont se faire de plus en plus dures, et notamment sur celle de Altdorfer que vous avez juste à droite, où vous voyez que l'archange tient en plus l'épée et les pousse gentiment, et là on n'a plus du tout de pudeur. Adam et Ève n'ont même plus le temps de cacher leur nudité, ils sont juste vraiment bousculés et propulsés hors du paradis. Donc toutes ces images, elles vont véritablement influencer l'imagerie contemporaine. Dans la question de l'exil, on reste maintenant au début du XXe siècle sur des photographies, cette fois, puisque la photographie documentaire a énormément influencé sur cette image imaginaire et imagerie de l'exil. Alors j'aime beaucoup cette image qui est absolument poignante, mais cette photographe Germaine Chaumel, qui est assez méconnue mais qui gagnerait à l'être, puisque c'est un petit peu notre Dorothy Lange française, et elle s'est attachée à représenter les réfugiés de la guerre d'Espagne. Donc là ici des enfants où on a vraiment toute la douleur, toute la souffrance représentée ici, et en regard justement une œuvre de Dorothy Lange, qui est une figure majeure de la photographie documentaire, qui a commencé sa carrière sur le tard à 40 ans aux États-Unis, dans un contexte où il y avait peu de femmes photographes, ce qui est quand même assez important pour être souligné. Autre chose qui fait partie de sa vie, c'est que dès l'âge de 7 ans, elle a été handicapée par la polio, et peut-être que de cette expérience douloureuse, de ce handicap, l'abandon de son père également, elle a véritablement compris les enjeux de cette déréliction sociale qui est fondamentale dans la représentation de l'exil. J'utilise déréliction sociale, je ne sais pas si certaines personnes étaient présentes en juillet, mais Maurice Fréchuret a écrit un ouvrage qui s'appelle « Images de l'exil », et c'est un ouvrage que j'ai énormément consulté pour travailler sur cette conférence et sur ces thématiques. Donc il y a toujours cette idée de chute de statut. Et ici, dans cette photographie, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit véritablement donc une file de personnes qui sont en train de faire la queue pour accéder à une soupe populaire. Et on a cet homme qui tourne le dos à la foule en accentuant véritablement son isolement finalement par rapport à cette situation, son invisibilisation aussi par le reste de la société, puisque 1929, on est en pleine crise économique aux États-Unis, et donc une situation financière extrêmement compliquée. Cette évolution, donc, par rapport à celle de Marc Chagall, par rapport à celle de Germaine Chaumel ou Dorothy Lange, elle nous montre déjà quelque chose dans la représentation de l'exil et de la douleur sociale, et comment, en fait, à travers les siècles, les artistes se sont emparés de ces thématiques. Donc on va peut-être passer maintenant, alors ça c'est une petite slide de référence si vous avez envie de creuser un peu plus loin, mais je pourrais la remettre plus tard, donc d'ouvrages qui sont assez intéressants pour creuser ces questions de mort et d'exil, mais on pourra y revenir un peu plus tard si vous avez envie. J'aimerais donc maintenant vraiment rentrer dans le vif du sujet avec un petit point historiographique, et notamment vous parlez de cette période qu'on appelle la postmodernité, qui arrive à partir des années 1970. Donc la postmodernité, c'est un mot qui peut faire un petit peu peur a priori, mais finalement c'est vraiment juste un changement de paradigme et de réflexion à partir des années 70, où les artistes se sentent un petit peu découragés par tout ce que les avant-gardes ont pu faire. Ils ont l'impression qu'on ne peut plus rien faire de nouveau, et ils vont justement essayer de se servir de ce qui a été fait
pour citer, pour pasticher et créer donc, mine de rien, quelque chose d'assez radical. Et ce qui est assez intéressant dans le postmodernisme et dans les œuvres que je vais vous montrer, c'est que les artistes vont vraiment en fait aller chercher ce qu'on ne voulait pas voir dans la société. Donc la mort va venir de manière beaucoup plus appuyée, la question de l'exil aussi, la question politique, la question de la maladie, c'est la question des années SIDA aussi que je vais évoquer un peu plus tard. Mais pour commencer, donc la question des vanités, puisque pour parler de la mort, quoi de mieux que les vanités qui sont vraiment une tradition dans l'histoire de l'art, avec ici deux grands noms de l'art contemporain, donc Andy Warhol et Damien Hirst. Donc la vanité, qu'est-ce que c'est? Juste un petit point de définition. C'est une allégorie qui est censée représenter la fragilité de notre existence humaine. On parle souvent de memento mori, donc souviens-toi que tu vas mourir. C'était des œuvres qui étaient représentées en intérieur, accrochées dans les maisons, justement pour se rappeler que notre existence sur Terre était extrêmement brève et qu'il fallait donc être à la hauteur du jugement de Dieu, en l'occurrence dans nos sociétés chrétiennes. Et le crâne, c'est véritablement la représentation qu'on retrouve partout dans les vanités. Et on voit ici qu'Andy Warhol, qu'on connaît pour ses Marilyn, Elizabeth Taylor, Elvis Presley, il a énormément finalement travaillé aussi sur cette représentation de crâne, toujours avec la sérigraphie, donc ces utilisations d'écran pour pouvoir reproduire les images quasiment à l'infini, en sachant que finalement l'image avec la sérigraphie finit par s'effacer comme notre existence sur Terre. Donc Warhol ici il vient banaliser la mort finalement en la transformant en motif récurrent de sa production artistique. Et cette obsession pour les crânes, bien qu'elle pourrait paraître très morbide, elle s'apparente plutôt en fait à une volonté d'essayer de dompter la mort et de la rendre inoffensive à travers la répétition. De la même manière, c'est Marilyn Monroe ou c'est Elvis Presley, même si on peut penser que c'est très pop, que c'est très bling-bling, derrière il y a vraiment une réflexion sur la disparition, justement par la technique de la sérigraphie, où les traits finissent par disparaître, par s'abîmer, et ces idoles du cinéma, de la pop culture, finalement finissent par révéler toute leur humanité et le fait que ce sont des personnes comme les autres qui finiront un jour ou l'autre par disparaître ou par vieillir. Donc les crânes de Warhol sont à la fois des sujets et des outils qui essayent d'explorer finalement les limites de représentation de la mort. C'est quelque chose que Damien Hirst va reprendre également. Damien Hirst qui en 2007 a fait une sorte de gros coup dans l'histoire de l'art contemporain avec donc cette œuvre qui s'appelle For the Love of God, qui est donc une reconstitution de crâne, seules les dents sont des dents véritablement humaines, sur lesquelles il est venu coller, donc je vérifie, 8601 diamants. Donc il y a un jeu en fait assez ironique ici, une œuvre assez complexe qui vient interroger à la fois notre rapport à la mort, au luxe et au système de l'art. Donc en recouvrant un crâne humain de diamants, finalement qu'est-ce qu'on fait? On transforme cet objet en quelque chose d'à la fois fascinant et assez répulsif. Et c'est cette juxtaposition de la mort et du luxe qui renvoie aussi aux vanités flamandes du XVIIe notamment. Alors le choix du diamant, pourquoi? C'est la pierre précieuse par excellence, c'est celle qui coûte le plus cher. Donc là, il y a vraiment la volonté aussi de venir casser un rapport de valeur, un rapport économique. C'est une provocation aussi adressée au monde de l'art puisque cette œuvre, elle a été vendue dans une œuvre qui, pour la première fois, a complètement sauté le passage par la case galerie. Elle a été vendue directement de l'artiste à Sotheby's, donc une maison de vente à Londres en l'occurrence, pour un prix modique que vous avez ici. Donc c'était prétendument, je vais vous expliquer pourquoi, 89 millions d'euros. Donc ça a été acheté par un groupe de personnes anonymes, mais dont Hirst faisait partie. Seulement, il s'est avéré qu'en 2022, après certaines recherches, l'œuvre n'avait jamais été vendue et avait toujours, restait toujours dans l'atelier de l'artiste qui, en fait, finalement, s'est fait avoir à son propre jeu
L'œuvre étant bien trop chère, on a essayé de casser le marché, mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà, cette œuvre extrêmement précieuse reste toujours à ce jour cachée dans un coffre, précieusement sans doute chez l'artiste. Donc ça, c'était vraiment pour ce jeu sur la question du crâne, de la vanité, quelque chose d'assez classique. Retour maintenant à Andy Warhol et une autre manière de représenter la mort avec des images là un petit peu plus crues, qui sont en fait des images d'accidents, puisqu'on est dans cette série qui s'appelle Death and Disaster, donc mort et désastre, où en fait il va s'intéresser à des photographies qui sont récupérées dans des journaux, photos de faits divers entre guillemets, donc d'accidents aériens, d'accidents de voiture, mais aussi représentation de la chaise électrique, donc la peine capitale aux États-Unis qui passe par là. Donc quelque chose qui a toujours un aspect extrêmement morbide, mais vous le voyez ici avec des couleurs qui sont généralement très vives. On va avoir du rouge, on va avoir du rose, on va avoir du vert pomme. Et de cette manière-là, on a vraiment un Warhol qui va décider d'habiller ces scènes pour créer une dissonance chromatique, mais aussi une dissonance cognitive, en utilisant donc quelque chose qui nous fait penser à la gaieté, donc des couleurs très vives, et en même temps une image qui est extrêmement violente, pour souligner finalement le rapport très paradoxal des États-Unis, un système ultra-capitaliste, où on a une violence quotidienne dans la société, mais qui est mise en regard vraiment d'un rapport très consumériste et très optimiste de la société. Donc c'est vraiment ce jeu de balancier qui est effectué dans cette série mort et désastre. Pour finir sur la question de la mort, donc une image un petit peu plus joyeuse qui se rapproche ici en fait des cultes des Olmecs, notamment au Mexique, donc civilisation précolombienne. On va ici avoir une tête colossale dans laquelle on peut rentrer littéralement, donc il y a quelque chose d'assez ironique. On va vraiment retourner la situation de la mort, retourner le memento mori, le souviens-toi que tu vas mourir, pour la traverser finalement, avec un visage, un crâne qui est coloré, qui donne plutôt envie de rire et de célébrer, en se rapprochant justement de cette tradition précolombienne et toujours en fait en vigueur au Mexique. On fête les morts dans quelque chose qui est extrêmement joyeux. On se retrouve dans les cimetières, on mange, on danse, on rit, pour célébrer finalement ce passage de l'autre côté, comme quelque chose d'extrêmement positif. Alors, on revient maintenant à la question de l'exil. Alors, je vous remets ici le souvenir de Marc Chagall en regard d'une œuvre dont je vous ai dit que ça a vraiment infusé l'imaginaire des artistes, puisqu'on a ici une représentation d'une œuvre d'Adrian Paci. Adrian Paci, qui est un artiste qui est albanais, qui est né en 1969, qui a été diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Tirana. Donc il a un parcours assez classique de peintre et de sculpteur. Donc il était très lié au réalisme socialiste qui était enseigné dans les écoles à cette époque-là, donc par le régime soviétique. Et en 1997, il a dû fuir les violentes émeutes qu'il y a eu dans son pays pour arriver en Italie avec sa famille. Et c'est à ce moment-là qu'il va quitter la peinture et la sculpture pour venir travailler notamment la vidéo et la photographie. Donc là, on a une citation assez claire, assez formelle, où on se promène littéralement avec sa maison sur le dos. Et une autre œuvre que j'aime beaucoup de lui, qui est notamment en fait la couverture de l'ouvrage de Maurice Fréchuret, qui est en fait une vidéo. Donc là, c'est vraiment une capture d'écran, une vidéo qui commence en fait beaucoup plus près. Et on voit en fait les gens qui arrivent et qui montent sur cet avion, sur un tarmac d'aéroport. Donc on voit les voitures, les gens qui travaillent derrière, qui viennent avec les chariots, les valises. Et on voit donc tous ces gens qui arrivent progressivement, qui montent sur l'escalier et qui semblent fixés devant eux en attendant de monter dans l'avion. Et Adrian Paci va ensuite venir élargir le plan pour qu'on se rende compte finalement que toutes ces personnes, avec leurs valises et avec leurs affaires, sont simplement sur une passerelle qui n'est pas abouchée à un avion et qui attendent. Et ça, c'est vraiment la représentation par excellence de cette représentation de l'exilé, le sentiment en fait d'être coincé entre deux,
un petit peu en suspension, ni tout à fait ici, ni tout à fait là-bas, et en fait hors sol dans une zone qui est complètement incertaine, où on a perdu finalement toute attache, et suspendu aussi symboliquement aux décisions des pays dans lesquels on va arriver. Une autre artiste qui a énormément travaillé sur cette question de l'exil, c'est Ana Mendieta, qui est une artiste d'origine cubaine, donc qui est née en 1948 à Cuba et qui est décédée en 1985. Elle est donc née à Cuba, élevée à Cuba, une famille qui a soutenu le régime castriste avant de s'y opposer, et donc à ses 13 ans, elle a dû partir pour les États-Unis sans ses parents, avec sa sœur, pour finalement être protégée du retour de bâton du régime castriste contre lequel ses parents s'étaient opposés. Donc elle a vraiment cette double culture. On a grandi jusqu'à 13 ans à Cuba et puis elle arrive comme ça un peu complètement larguée dans la culture américaine, mais elle va quand même plutôt bien s'y adapter. Elle va faire ses études d'art notamment dans l'Iowa, où elle va travailler plutôt la peinture au début avant d'arriver à New York et de travailler notamment dans une des premières galeries coopératives féministes américaines qui s'appelle la galerie R, qui a été créée en 1972. C'est une galerie qui existe toujours. Et le féminisme, j'en parle ici, mais parce que c'est vraiment un fil rouge aussi dans sa pratique, et quelque chose qui va aussi la rattacher finalement à son pays d'origine, puisqu'elle va vraiment faire le lien entre son corps de femme et mère nature, entre guillemets. Donc là, je vous ai mis la série des Earthworks, qui est une série qu'elle a réalisée tout au long de sa vie, où en fait elle marque la terre, la nature, de l'empreinte de son corps. Donc c'est toujours des vidéos où la plupart du temps, c'est vraiment juste l'empreinte, ou le corps qui est présent, mais très effacé, où on ne le remarque quasiment pas, justement pour essayer de retrouver ce lien un peu distendu, notamment aux États-Unis, avec la nature, et finalement pour retrouver ce lien avec sa terre natale, qui lui manquait énormément. Et il y a autre chose dans ce rapport à la terre natale, c'est la question des pratiques animistes, notamment des pratiques cubaines. Donc là, vous avez la représentation d'une vidéo qu'elle a réalisée quand elle était encore à New York, où elle sacrifie un poulet, qui est un poulet en plus blanc, donc à représentation assez symbolique, virginale de ce poulet qui vient être taché de sang et vidé. On voit le sang, les traces de sang sur ses cuisses. C'est vraiment cette volonté de se rattacher à ces croyances aussi populaires caribéennes pour essayer finalement de ne pas trop s'éloigner de Cuba. Elle souligne aussi beaucoup dans sa pratique qu'il y a une identification véritablement de la femme artiste au monde animal et à la nature dans son travail. Et le sang, c'est un élément qui revient de manière récurrente dans son travail. C'est un peu une sorte de rébellion finalement. Et elle essaye, avec ses performances qui sont assez violentes aussi parfois à regarder, d'exorciser le mal. Qu'est-ce que ça fait à 13 ans de quitter son pays, de quitter ses parents, de se retrouver juste dans un pays qu'on ne connaît pas avec sa sœur. Et c'est en fait le médium qui permet d'exprimer le plus clairement la douleur et la violence. Alors là, c'est peut-être les images qui sont aussi un petit peu violentes ici, mais c'est une période aussi de l'histoire de l'art qui est absolument essentielle quand on parle de souffrance et de mort. Là, en fait, c'est une partie que j'ai intitulée « Regarder la mort en face », puisqu'on va arriver en fait dans cette dichotomie où on va avoir des artistes qui vont représenter très frontalement la mort et la souffrance, et des artistes qui, eux, vont choisir d'utiliser l'absence pour symboliser justement la disparition. Alors ici, je vous montre une œuvre de photographie de Nan Goldin, photographe qui est toujours active, extrêmement engagée pendant les années SIDA, qui a fait une de ses œuvres les plus connues qui s'appelle La balade de la dépendance sexuelle, qui est en fait une sorte de diaporama de plus 700 photographies qu'elle a réalisées en photographiant et en
en filmant aussi le New York des années 70-80 pendant ces années SIDA, pour montrer en fait ces personnes qui étaient complètement ostracisées par la société, mises au banc parce que malades d'une épidémie qui a été réutilisée de manière assez sordide par les politiques américains. Et donc c'était la volonté de montrer ce qui était dans les marges, et elle se représente ici, après s'être fait battre par son compagnon, dans une manière aussi de mettre en avant ce qu'aujourd'hui on appelle un chat, les féminicides, qui étaient aussi extrêmement, toujours, même beaucoup plus présents à cette époque-là et dans ces cercles-là, dans une sorte de vengeance finalement de la représentation, décider de se représenter pour ne pas replonger aussi dans la violence. Elle dirait aussi que c'est une manière de déplacer la honte dans une société qui continue perpétuellement à faire porter le poids de la souffrance et de l'agression aux victimes, en normalisant les violences qui sont faites, et notamment aux femmes. C'est quelque chose qu'on appelle en anglais le female gaze, qui est vraiment cette théorie pensée à l'origine pour le cinéma par une théoricienne qui s'appelle Laura Mulvey, mais c'est vraiment l'idée de voir une femme qui prend en charge sa propre représentation, et voir que ça prend en fait une toute autre dimension quand on regarde l'histoire de l'art, où on a énormément de femmes qui sont représentées, mais la plupart du temps nues, et qui ont été représentées par des hommes. Ici on a en fait une femme qui décide de prendre en charge sa propre représentation, même si ce sont des choses qui font parfois, qui donnent véritablement la nausée. Une autre image aussi qui pourrait paraître assez anecdotique entre guillemets, mais qui est véritablement assez troublante et assez poignante, qui font partie justement de toute cette série de photos qu'elle a réalisées sur cette épidémie de sida aux États-Unis. Et ici, on a la représentation du bras d'un galeriste qui s'appelait Gilles Dussin, et qui a accepté en fait d'être suivi par Nan Goldin dans toutes les étapes de sa maladie, pour justement rendre visible ce que vivaient les malades du sida jusqu'à la fin. Donc il y a des images qui sont beaucoup plus éloquentes, beaucoup plus violentes, mais celle-là, ne fût-ce que ce bras complètement émacié sur un lit d'hôpital, je la trouve déjà extrêmement forte, et il y a vraiment quelque chose de très beau en fait dans ces instantanés qui sont très nostalgiques, très intimes finalement, parce que ce sont toujours des amis qu'elle photographie, et de les accompagner ainsi jusqu'à la fin pour qu'il reste quand même une trace de ces personnes qu'on a quand même pendant très longtemps voulu invisibiliser. Elle le dit, c'est toujours un projet politique, c'est véritablement un projet politique de rendre public ce qui est considéré comme privé dans une société, pour parler de ces histoires vraies, de la vie des gens, plutôt que de donner une version médiatique et glamour de l'histoire. Dans cette autre manière de regarder la mort en face, il y a aussi cette question de la souffrance qui souvent nous fait détourner le regard. Ça, c'est quelque chose que Suzanne Sontag, dont je vous parlais un peu plus tôt, écrivait dans son ouvrage. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de détourner le regard face à la mort, et est-ce qu'on ne peut pas essayer d'une certaine manière de l'esthétiser? Alors ça, c'est le cas du travail de Andrés Serrano, qui est un photographe américain qui est né en 1950 à New York, et qui a réalisé toute une série qui s'appelle The Morgue. C'est transparent, la morgue, où il est allé photographier dans des morgues différents corps, différents modèles finalement, pour leur insuffler finalement un dernier élan de vie. Alors il y a des corps qui ont l'air véritablement en souffrance, d'accidents, etc. Mais il y a aussi des corps où en fait on n'a pas du tout l'impression d'avoir un cadavre. Et c'est le cas en fait de ces deux images que je trouve très esthétiques. Et la seule chose qui nous indique en fait ce qui a tué ces personnes, ce sont les légendes qui accompagnent les tirages photographiques. Il y a quelque chose d'extrêmement esthétisé, toujours à chaque fois, avec des étoffes tantôt blanches, tantôt rouges, sur des fonds qui sont toujours extrêmement neutres. Et il vient véritablement composer ces photographies comme s'il peignait finalement, en essayant de romantiser cette dernière étape de notre vie finalement, en essayant d'évacuer aussi tout effet de morbidité. Et là, il y a aussi une autre image donc, que je souhaitais vous montrer. Ça fait partie des dernières images que je vous montrerai, puisque vous voyez ici en fait une toile de Marlène Dumas,
qui fait donc aussi clairement référence en inversant ici à cette œuvre de Serrano, une œuvre de 2003 qu'on peut aussi comparer à une toile de Monet qui est conservée au musée d'Orsay, et Monet qui, assez étrangement, à la mort de sa femme, Camille Doncieux, va en fait prendre ses pinceaux finalement presque malgré lui pour représenter une dernière fois sa jeune femme, décédée à 32 ans, avec son voile de mariée, dans un camailleux de blanc et de bleu qui est assez poétique et qui nous rappelle aussi donc, les images d'Andrés Serrano, mais aussi de Marlène Dumas. Marlène Dumas, qu'on revient donc, là, pour boucler la boucle un petit peu de cette conférence, avec une œuvre qui s'appelle Similarité, et qui reprend là très clairement l'œuvre de Hans Holbein le Jeune. Et elle vient en fait, elle toujours, je vous parlais de cette période de la postmodernité, elle fait partie complètement de cette génération d'artistes qui vont aller piocher en fait, soit des images dans la publicité, soit dans l'histoire de l'art, pour venir créer une citation, un pastiche, et ici tout aussi dans un camailleux de blanc qui nous rappelle le travail de Monet. C'est un diptyque qui est quasiment grandeur nature, hein, vous voyez, c'est assez colossal quand on les a en face de nous, et l'artiste qui nous invite ainsi à une réflexion profonde sur la mort dans l'histoire de l'art, la représentation de la mort et la rédemption aussi finalement. Et pour terminer, c'était juste un petit rappel. L'éloquence de l'absence, avec une série de photographies de Santu Mofokeng, qui était un photographe sud-africain qui a énormément photographié l'apartheid, mais aussi la société sud-africaine dans les ghettos, touchée par l'épidémie de sida également, dans une série qui est extrêmement poignante, série qui s'intitule je vous le traduis, mais en gros, maisons dirigées par des enfants, qui sont en fait tout simplement des maisons où les enfants sont orphelins parce que leurs parents sont décédés du sida, et qui se retrouvent en fait à devoir rejouer les rôles des adultes dans ces maisonnées où on a en fait peut-être les habits des parents qui restent suspendus au fauteuil, avec quand même la vie qui reste toujours en arrière-plan, avec les dessins que vous avez sur les murs. Donc c'est vraiment par ces photographies montrer par l'absence comment aussi une crise sanitaire peut redéfinir les rapports sociaux, les rôles familiaux aussi, et nos espaces de vie, en excluant vraiment le superflu. On n'a pas de personne, et de cette manière, on montre véritablement l'essence de la tragédie, donc de la maladie et de la mort. Donc, vous avez vu assez rapidement donc ce petit panorama, comment les artistes contemporains se sont appropriés ces représentations de la mort et de l'exil, qui sont des thèmes somme toute assez universels. Et ces œuvres, véritablement pour moi, témoignent d'une quête universelle de sens, d'une volonté aussi de transcender la souffrance, ou de la montrer à tout le moins, en nous confrontant en fait directement au sujet, en créant un espace de dialogue, un espace de remise en question, et peut-être aussi parfois d'espoir. Merci de votre attention.